Bonjour, bienvenue à ce séminaire Climact du 15 avril 2024. Je m'appelle Charmy Lino, je suis responsable de projet chez Climact et je serai la modératrice de cette séance. Ça me fait très plaisir de discuter des changements climatiques et leur impact sur le lac Léman aujourd'hui avec nos deux intervenants. D'abord, on va entendre Natacha Tofield-Pache, qui est directrice opérationnelle du Limnology Center à l'EPFL et chef de projet de la plateforme L'Explore. Puis, on va avoir Suzanne Madère-Feigenwinter qui va discuter également des actions de l'Association pour la sauvegarde du Léman. Elle en est la secrétaire générale. Donc, comme vous pouvez le voir, le constater, toute la séance se déroulera en français. Mais lorsque viendra le moment des séances de questions, ne vous gênez pas pour poser vos questions en anglais. Ça nous fera très plaisir d'y répondre et au besoin, je pourrai faire la traduction. Lorsque viendront justement le moment des questions, n'hésitez pas à lever votre main digitale ou simplement ouvrir votre caméra, démarrer, activer votre microphone, poser vos questions. Le chat est également à disposition. Donc, sans plus attendre, je vous présente Natacha Tofield-Pache. Ingénieure en environnement avec une thèse en sciences aquatiques, Natacha Tofield-Pache a plus de 15 ans d'expérience dans le fonctionnement des lacs. Depuis 2013, elle a créé et gère le Centre de limnologie à l'EPFL, où elle a coordonné 3 programmes de recherche internationaux multidisciplinaires. Elle a conduit la construction et gère actuellement l'exploitation de la plateforme L'Explore. Très bien. Alors, merci de me donner la parole pour parler de la plateforme L'Explore qui permet d'évaluer les changements globaux sur le Léman. Alors, vous savez peut-être que les lacs sont des sentinelles des changements globaux. En effet, ce sont des super capteurs des activités humaines et des changements climatiques, parce qu'en effet, ils concentrent les effets anthropiques sur tout leur bassin versant. Ici, vous voyez le lac Léman avec son bassin versant qui est énorme. Alors, quels sont les effets du changement climatique que l'on peut déjà observer sur le Léman? On a la chance d'avoir la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, qui prend des données de monitoring depuis les années 1950, et on voit qu'on a une augmentation de la température d'à peu près 0,05 degrés par année. D'autre part, cette augmentation de la température favorise certains types de phytoplancton et de poissons qui aiment plutôt les eaux chaudes. Et puis, ça aussi influence la phénologie des espèces. Et donc là, ça peut créer un décalage dans le temps entre l'apparition du phytoplancton et de ses consommateurs. Alors, les effets du changement climatique sur l'élément, on en a parlé beaucoup dans la presse cette année, c'est que ça fait 11 ans que le lac Léman n'a pas fait un brassage complet. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en hiver, quand la température diminue, idéalement jusqu'à 4 degrés où la température est maximale, là, on aura un mélange complet du lac jusqu'au fond. Pendant la période d'été, on a ce qu'on appelle la stratification thermique, donc ça veut dire qu'on a 2 couches avec une couche d'eau chaude qui est séparée par une couche d'eau froide qui est plus dense. Et puis cette stratification, cette période, elle augmente, donc elle commence plutôt au printemps et elle finit plus tard en automne. Alors, le manque de brassage modifie la disponibilité des nutriments et de l'oxygène, parce qu'à la fin de l'été, on a une couche de surface qui est enrichie en oxygène et appauvrie en nutriments, et à l'opposé, la couche du fond, elle manque d'oxygène, elle a beaucoup de nutriments. Donc, le brassage complet permet de réhomogénéiser ces concentrations et donc de rapporter des nutriments et de l'oxygène à la surface. Et aussi, on peut perturber la chaîne trophique. Effectivement, d'avoir plus de chaleur, ça favorise aussi plus de phytoplancton, qui peuvent après avoir des conséquences dans toute la chaîne trophique. Alors, il n'y a pas que sur le lac lui-même, il y a aussi tout le bassin versant du Léman. Donc, vous connaissez sûrement les modèles de projection hydraulique de la Confédération, où on voit notamment qu'on va aller vers des débits hivernaux qui vont être augmentés de 30%, et puis des débits estivaux qui vont diminuer. Donc, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va modifier la dynamique saisonnière des précipitations, et donc des débits,
et donc des apports externes, donc tout ce qui vient par le Rhône et les autres rivières dans le lac. On aura aussi plus d'événements extrêmes, donc lors de pluies extrêmes, on peut aussi augmenter les déversements non traités par les steppes. Puis il y a aussi beaucoup d'autres effets comme la fonte des neiges, la fonte des glaces, et qui va aussi remettre de turbidité dans l'eau et modifier la qualité de l'eau. Alors, le changement climatique, c'est une des menaces sur le lac Léman, mais il y a effectivement d'autres menaces qui se pèsent simultanément sur ce lac. On peut parler de l'augmentation de la population. Et donc, forcément, quand on a plus de population, on a plus d'apport de phosphate par les eaux usées, en plus de polluants, aussi une plus grande pression sur l'écosystème. On a une prolifération des espèces invasives. Vous avez peut-être entendu parler de la moule quagga qui colonise gentiment le lac Léman, qui à terme devrait recouvrir toutes les profondeurs. Donc, comme elle filtre l'eau, elle consomme les nutriments qui n'est plus disponible pour les algues. Donc, on va vers une modification du régotrophique. Et puis, on a aussi des pollutions par les micropolluants et les microplastiques qui peuvent avoir des effets sur la santé de l'écosystème et éventuellement sur la santé humaine. Donc voilà, dans ce cadre de changement climatique, on a installé la plateforme l'Explore. Donc, en quoi elle peut nous aider à mesurer les changements globaux? Donc, je vais vous la décrire. Vous voyez sur la photo de droite une vue de dessus. Et j'aime bien cette photo parce qu'on voit le bateau à côté. Et quand on voit la taille du bateau et la taille de la plateforme, on peut bien imaginer tout ce qu'on peut faire de plus sur cette plateforme. Alors, cette plateforme nous permet de faire des mesures qui étaient impossibles auparavant. On peut mesurer dans toutes les conditions climatiques. On voit ici pendant une tempête. Ça facilite les mesures de nuit qui sont évidemment rares comparées aux mesures de jour. On peut aussi avoir plusieurs équipes de chercheurs en même temps, donc avoir des vues sur de différents domaines sur le même phénomène. Et puis, on peut aussi déployer des instruments à la surface, des instruments qui sont submersibles. Avant, c'était impossible à cause des filets des pêcheurs, des filets dérivants des pêcheurs professionnels. Donc, on ne pouvait jamais laisser un instrument entre 0 et 50 mètres. Maintenant, on a un périmètre de protection où on peut les déployer. Et puis aussi, la force de la plateforme, c'est de pouvoir amener le laboratoire sur le lac. Donc, il y a une cabine qui permet d'installer des instruments qui sont parfaits pour être à l'extérieur. Et puis, on peut amener l'eau du lac directement à l'instrument. Donc, le but, c'était de fournir une place de travail sécurisée et efficace. Le deuxième point, c'est également qu'on peut étudier les processus à une échelle appropriée. Vous voyez ici les données qu'on collecte sur la plateforme, donc de 0 à 50 mètres. On voit quelques exemples dans le mois de mai. Et puis, la couleur représente la chlorophylle A, donc un peu un proxy pour combien il y a d'algues dans le lac. Et donc, si on prenait les mesures traditionnelles de la CIPEL, on a une mesure toutes les 2 semaines, donc on regarderait le lac, on dirait « il ne s'est pas passé grand-chose en ces 2 dates », alors qu'effectivement, on a eu une prolifération d'algues qui est apparue et qui a disparu. Donc, c'est pour ça que la plateforme, c'est pour ça que c'est essentiel de collecter des données à haute fréquence de ce qu'on fait sur la plateforme Explore, et donc c'est un complément intéressant aux données de la CIPEL. Alors, juste pour ceux qui ne l'ont jamais vu, la plateforme est localisée à Puy, à peu près 600 mètres des côtes, à une profondeur de 110 mètres pour la plateforme. Donc, c'est un ponton de 10 mètres sur 10 mètres avec une cabine de 4 x 5 mètres. L'électricité est générée par des panneaux solaires et on a quand même un générateur d'appoint, surtout en hiver. On peut accueillir un maximum de 16 personnes. Et vous voyez les bouées en jaune, ça forme le périmètre de sécurité où on peut déployer des instruments submersibles. On a aussi plusieurs accès à l'eau. Je vais vous montrer quelques photos pour illustrer un peu l'environnement.
On voit sur cette photo le treuil électrique avec une moon pool extérieure, donc on peut prendre facilement des prélèvements. Ici, c'est un treuil à charge lourde avec le profileur petit. Donc, ce profileur permet de prendre des mesures automatiques de bio-optique qui permettent de faire un lien directement avec les images satellites. On voit une vue de la place de travail extérieure, donc on a vraiment de la place pour travailler, on est à l'aise. L'espace de travail à l'intérieur, on peut préparer les échantillons. Ça, c'est un profileur automatique hydronaute qui prend des données de la physico-chimie toutes les 2 heures, qui part à partir du moon pool intérieur. Et donc là, on voit le moon pool intérieur avec la cytoboy. C'est un instrument qu'on ne peut pas mettre dans l'eau et donc on peut directement amener l'eau à l'instrument. Cette infrastructure a été réalisée pour promouvoir aussi les collaborations interdisciplinaires. Donc, c'est un partenariat unique entre 5 institutions académiques. On a l'EAVAG, l'EPFL, l'Université de Genève, l'Université de Lausanne et nos collègues français de Cartel. En tout, on a déjà plus de 50 projets de recherche et plus de 180 chercheurs qui ont utilisé cette infrastructure. On a aussi des données qui sont disponibles en temps réel sur Data Lake. Le but, c'était de donner des données de base aux chercheurs qui comprennent des paramètres physico-chimiques, les mesures de la lumière, les vitesses et la direction du courant, mais aussi des conditions météorologiques. On mesure également les vagues. Vous voyez ici un exemple de données de la température de mai à août. Donc, plus c'est chaud, plus c'est rouge, plus c'est froid, plus c'est bleu. Et on voit comment la stratification, ces 2 couches, se forment en fonction de la saison. Donc ça, ce sont des données qui sont ouvertes et qui sont disponibles à tous. Je vous inviterai à aller contrôler le site www.datalakes.ca. Et un autre objectif de la plateforme, c'est aussi de sensibiliser le public. Donc, on a créé des visites publiques sur l'Explore où on a déjà eu plus de 150 visiteurs qui viennent et puis on leur fait des démonstrations live. Vous voyez dans l'exemple, lorsque les participants regardent du plancton, et on a vraiment eu un bon feedback des participants qui étaient très intéressés par ce qu'ils découvraient. Et puis, dans le cadre du Lemonscope, on a un projet de sciences participatives qui commence le 1er mai, où on cherche des bénévoles, des citoyens, des co-chercheurs pour mesurer, prendre des mesures simples sur l'ensemble du lac afin de calibrer les données satellites. Alors, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur lemonscope.org. Donc, le but de Lemonscope, c'est de mesurer la transparence et la couleur de l'eau parce qu'elle reflète la qualité de l'eau. Vous voyez ici le disque de Secchi, donc c'est vraiment un disque de 20 cm qu'on baisse dans l'eau et puis on mesure à quelle profondeur on le voit disparaître. Donc en hiver, vous avez sûrement remarqué que l'eau elle est très transparente, donc on a une grande transparence qui peut aller à plus de 10 mètres, alors qu'en été, avec la production des algues, la transparence devient plus faible et on peut aller jusqu'à 2,50 mètres, voire moins. Donc ça, ce sera des données qui sont prises par les bénévoles. Et puis aussi, on va pouvoir regarder la couleur de l'eau, parce que la couleur et la transparence sont influencées par la composition de l'eau. Donc si on a des algues dans l'eau, on a une couleur qui devient un peu verte. Et quand on a des particules inorganiques, ça donne une couleur plutôt blanche à grise. Vous pouvez penser peut-être au lac de Brienz ou de Thun, ou bien des lacs qui sortent des glaciers. Ils ont l'air, cette eau toute turquoise. Et puis la matière organique, elle donne une couleur jaune à brune. Donc là, vous pouvez imaginer plutôt les marais ou les étangs, cette couleur très brune. Et donc, François-Alphonse Forel avait créé une échelle des couleurs, de 21 couleurs, en regardant le lac Léman. Et vous voyez, le houlet, c'est la partie, il a rajouté la partie avec des lacs plus au nord, méditerranéen, il y a
plus de lacs qui ont ces couleurs brunes dues à la matière organique. Donc, les bénévoles, en faisant une photo, ils pourront estimer l'échelle de la couleur et puis on pourra l'utiliser pour calibrer les images satellites. Donc voilà, nous, à la plateforme, on prend des mesures ponctuelles de haute fréquence temporelle, mais par contre, on n'a qu'un point. Donc là, l'idée, c'est que les bénévoles puissent mesurer sur l'ensemble du lac. Et on voit typiquement à ces images satellites que la variabilité spatiale est très importante. Donc, un premier exemple, c'était la prolifération d'algues qui était un peu brune, un peu nauséabonde, que vous vous souvenez peut-être en septembre 2022. Puis, à droite, on voit un événement de blanchissement en 2014. Donc, ces eaux turquoises qu'on voit, elles sont dues à la précipitation du carbonate de calcium. Et qui sont des petits cristaux blancs. Et donc, c'est ça qui donne cette couleur turquoise, comme si on était au bord de la mer. Donc, en résumé, la plateforme l'Explore et le changement climatique. Alors, on va pouvoir mesurer comme on mesure à haute fréquence. On va pouvoir mesurer les événements extrêmes qui sont attendus d'être plus fréquents. On peut aussi modéliser les processus à une échelle de temps appropriée afin de prédire l'évolution du lac. Et puis, on pourra la prédire en fonction des différents scénarios. Et puis, on a une grande partie aussi de sensibiliser le public aux changements environnementaux. Donc, notre motto, c'est plutôt mieux comprendre pour mieux protéger le léman. Et puis, alors, une question pour le changement climatique. Est-ce qu'il y a des options pour mitiger le changement climatique? Alors, une des options, ce serait de réduire encore la pollution de phosphore pour limiter la croissance d'algues qui désoxygènent le lac. Effectivement, donc on a moins de brassage profond, on a un risque qui est plus d'oxygène au fond du lac. Et donc, si on pourrait limiter la croissance d'algues, on aurait besoin d'utiliser moins d'oxygène en profondeur. Dans les cas des événements de pluie extrême, on pourrait envisager d'améliorer la gestion des eaux pluviales, surtout en ville, et puis d'augmenter les réseaux d'eau séparatifs, donc de pouvoir tamponner ces événements extrêmes afin d'éviter qu'on ait des débordements d'espèces qui arrivent non traitées dans le lac. Est-ce qu'on pourrait peut-être favoriser artificiellement le brassage complet du lac? Alors là, j'ai mis un point d'interrogation parce que je pense que c'est un peu illusoire pour un aussi grand lac, mais ça a été fait pour des plus petits lacs. Et puis, une autre option pourrait être aussi d'utiliser massivement la chaleur du lac en hiver, donc avec les pompes à chaleur, qui permettrait de freiner mais légèrement l'augmentation des températures. Par contre, il faut faire attention, si on utilise la chaleur du lac en été, dans ce cas-là, on aggraverait les conséquences du changement climatique, donc à utiliser avec modération. Et puis, j'espère qu'avec notre discussion, j'ouvre la discussion, il y a sûrement d'autres options que vous verrez qu'on peut discuter ensemble. Avec ça, je voudrais remercier toute l'équipe de l'Explore et puis les 180 chercheurs qui travaillent sur la plateforme. Et je voudrais vous remercier pour votre attention. Donc, si vous êtes intéressé à vous inscrire à Lemonscope, on travaille en association avec l'EAVAG et l'Association pour la sauvegarde du Léman. Vous pouvez vous inscrire sur lemonscope.org. Et puis, si vous êtes intéressé à vous inscrire aux visites publiques, n'hésitez pas à aller sur le site l'explore.ca. Après un cursus dans la communication et le marketing, Suzanne entreprend un CAS à l'Université de Genève en développement durable, afin de mieux comprendre les enjeux liés à la préservation de l'environnement. Secrétaire générale de l'Association pour la sauvegarde du Léman depuis 2013, elle exprime son attachement pour le Léman en coordonnant les aspects stratégiques, opérationnels et financiers afin d'atteindre les objectifs de l'association. Je vous laisse la parole, Suzanne. Très bien. Alors, bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter l'Association pour la sauvegarde du Léman, le travail de notre association depuis 1980. Un petit peu vous expliquer quels sont les enjeux et comment est-ce qu'on peut participer aux actions de l'association.
Alors, tout d'abord, peut-être un petit retour sur le bassin versant. Hein, Natacha vous en a déjà parlé, mais c'est le plus grand bassin d'eau douce d'Europe occidentale, avec une surface de 582 mètres au kilomètre carré, une profondeur de 309 mètres. Dans nos présentations aux enfants, on aime leur dire qu'au point le plus profond, eh bien, c'est la hauteur de la Tour Eiffel, hein, pour donner un petit peu une image. Il y a 8300 kilomètres de rivière. Et c'est un lac binational, ce qui a son importance par rapport aux discussions, aux négociations qui se font. 4 cantons suisses, 2 départements en France et 600 communes. Peut-être aussi parler un petit peu des services écosystémiques, c'est-à-dire de tout ce que le lac rend comme service à l'humain. Je vais y passer assez rapidement, mais c'est un réservoir de biodiversité, comme vous le savez, mais des fois les gens l'oublient ou l'ignorent, qu'il y a une vie très riche dans le lac, que c'est pas uniquement une grande flaque d'eau, que c'est également notre source d'eau potable hein, pour plus d'1 million de personnes, que l'eau est également utilisée pour arroser les cultures, que c'est également une source de nourriture, avec la pêche notamment, une source d'énergie, que ce soit de la production d'énergie ou également l'hydrothermie, hein, dont Natacha a aussi parlé tout à l'heure, des projets pour réchauffer ou refroidir les bâtiments. Également de l'extraction minérale avec les prises au fond du lac. De la navigation, que ce soit de la navigation du transport de personnes, de marchandises ou de plaisance. L'entretien et la régulation, hein, on en a parlé aussi tout à l'heure, entre autres avec le bloom algal qui avait eu lieu en 2021. C'est également un lieu de loisirs et de détente. C'est vraiment un lieu important pour toute la population lémanique, voire au-delà, à ce niveau-là. Également une source de culture et d'art. Hein. Ici, on voit une peinture d'Audelaire. Donc, on voit que le lac a inspiré, continue d'inspirer de nombreux artistes, que ce soit au niveau de la peinture, mais également des poètes, des écrivains, des musiciens. Enfin, c'est vraiment un lac qui a accompagné, je dirais, les siècles. Également, tout simplement de la contemplation hein, des personnes qui s'y rendent. C'est un endroit où on peut se ressourcer de par la qualité et la beauté du site. On verra que ça n'a pas toujours été le cas. Et justement, maintenant, pour vous expliquer, après avoir montré l'importance hein, du Léman pour nous autres humains, on va parler des impacts que la société humaine apporte au Léman et qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour le préserver. Petit rappel historique, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas connu cette période, et j'aime bien le rappeler, c'est que dans la fin des années 70, les eaux étaient considérées comme polluées, c'était un danger de s'y baigner. Les gens se détournaient du lac, hein, on s'y baignait très peu, et puis c'était vraiment l'eau ne donnait pas du tout envie, ce qui semble assez incroyable quand on regarde aujourd'hui la beauté du site et la clarté de l'eau. On oublie qu'il n'y a pas si longtemps, il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, c'était pas du tout. Et c'est pendant cette période, en fait, que l'ASL a été créée en 1980 par des scientifiques et des biologistes qui étaient justement alarmés par rapport à l'état de santé du lac, qui ont créé cette association qui est franco-suisse, qui actuellement compte 4000 membres et bénévoles, qui est à but non lucratif, qui est reconnu d'utilité publique et qui est de référence scientifique, puisque, comme je le disais, une bonne part des membres du comité sont des scientifiques. L'association est constituée de membres du comité, de comité de 20 personnes, actuellement 10 collaborateurs et 10 collaboratrices, et puis on accueille également des stagiaires et des civilistes pour nos actions de terrain principalement. Les objectifs de l'association, c'est de sauvegarder durablement la qualité de l'eau, mais aussi de préserver la qualité paysagère et écologique des écosystèmes, et puis de maintenir la qualité de vie de la population lémanique dans une vision de développement durable, sachant qu'on met toujours en avant l'environnement,
mais qu'on a quand même une pesée d'intérêt par rapport aux enjeux économiques et sociaux. Petit rappel, une des premières missions, enfin, une des premières actions de l'ASL en 1980, au vu de la problématique de l'eutrophisation, ça a été de faire interdire les phosphates dans les lessives. Il y a eu un gros travail qui a été fait de sensibilisation et de faire prise de conscience que l'eutrophisation était due, entre autres, aux phosphates dans les lessives. Et l'interdiction est advenue en 1986 en Suisse et seulement, malheureusement, en 2007 en France. Il y a d'abord eu une baisse en fait, des taux pour arriver à une totale interdiction en 2007 du côté français. On a ensuite une deuxième action très importante et c'est là qu'on a commencé à travailler avec la société civile. Je reviendrai par la suite également, avec une opération qui s'appelait Opération Rivière Propre, qui a duré 14 ans et qui a été constituée de relevés sur le terrain. Donc, des bénévoles, 2000 bénévoles ont été dans tout le bassin versant, sur toutes les rivières du bassin versant, pour vérifier plus de 20 000 tuyaux. À l'époque, on était encore avec des cartes papier et des boussoles, hein, il n'y avait pas de GPS, donc ça prenait du temps. Ces relevés ont permis de déterminer 6 000 tuyaux qui étaient considérés comme polluants ou potentiellement polluants et a permis à l'ASL d'envoyer des dossiers aux communes concernées. Et ça a permis vraiment, on a refait ensuite des vérifications, d'assainir, de faire en sorte que les communes assainissent tous ces tuyaux afin qu'ils ne déversent plus les eaux directement dans l'environnement. Forte de la réussite en fait de ce projet de sciences participatives et du réseau de bénévoles que l'ASL avait pu constituer, elle a continué en fait ensuite la grande majorité de ses actions avec de la science participative. Qu'est-ce que fait concrètement l'ASL? Donc des actions sur le terrain, de l'information et de la sensibilisation. Comme disait Natacha, il faut connaître ce qu'on veut protéger. Des enquêtes, des recherches, et puis aussi de la veille, puisqu'on a des membres tout autour du lac et dans tout le bassin versant. Et on sert également de relais auprès des autorités, relais de la société civile, et on participe également à l'élaboration de politiques publiques. Au niveau de la sensibilisation, donc on a un programme pour les enfants. En 2023, on a sensibilisé plus de 2000 élèves, que ce soit en classe ou au bord du lac. On a un nouveau lieu d'accueil à Genève qui permet également de faire des ateliers qu'on ne pourrait pas faire en classe. Et on fait également des camps pendant l'été et ce qu'on appelle des passeports vacances. C'est des journées de sensibilisation des enfants sur diverses thématiques. Les objectifs, c'est de faire découvrir la richesse des milieux aquatiques, d'informer les jeunes sur les problèmes des pollutions, d'initier à raisonner en termes de développement durable, d'indiquer aussi des éco-gestes. Qu'est-ce que moi, en tant que personne, je peux faire ou comment est-ce que je peux intervenir auprès de mes proches ou auprès de ma commune. Et puis de donner envie d'aimer le lac, de faire aimer le lac pour avoir envie de le protéger. On sensibilise également le grand public, sur des stands, dans des expositions. On a également des sorties nature au bord du lac qui s'appellent Éveil du Léman parce qu'elles sont en général assez tôt le matin à l'aube, entre autres pour observer l'avifaune, mais également avec masque et tuba pour aller voir ensuite ce qui se passe dans les herbiers. Des animations dans l'espace Léman. On va avoir une exposition qui va commencer début juin sur les herbiers du Léman, justement. Une revue trimestrielle qui traite à chaque édition d'une thématique différente, qui est diffusée à plus de 14 000 exemplaires. Des conférences online, des capsules vidéo où on a voulu toucher un public plus jeune, je dirais, avec des capsules qu'on a fait avec Thibaut Agoston, qui est un humoriste roman. Et puis, beaucoup de sensibilisation et d'information aussi via les réseaux sociaux. Ensuite, comment est-ce qu'on peut s'impliquer en fait dans une association comme la nôtre? Tout d'abord, j'ai envie de dire, le nerf de la guerre, c'est l'argent, c'est de devenir membre et de soutenir financièrement. Déjà, devenir membre, ça nous donne plus de légitimité. Plus l'association est grande et représente
la société civile, plus ça nous donne du poids quand on va discuter avec les autorités. Et puis, il faut savoir qu'au niveau financier, un tiers de nos revenus proviennent justement de monsieur et madame tout le monde, ce qui nous permet aussi de rester en totale indépendance par rapport à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Un autre tiers provient des fondations de tout type, dont par contre la loterie romande, et puis un tiers des États pour des contrats de prestation, mais qui sont toujours liés à des projets spécifiques. Les actions de terrain, elles se font avec la participation de la société civile, hein, comme j'ai déjà expliqué. En 2023, on a eu plus de 2000 bénévoles qui ont participé à nos actions. Et puis, cette année, avec Net Léman, il y aura 1000 bénévoles de plus. Net Léman, justement, c'est une action qui a lieu tous les 2 ans. Ce sera la 12e édition au mois de mai, les 25 et 26 mai. Donc, c'est une action qui a lieu tout autour du lac sur 13 sites différents, qui réunit également des plongeurs et des plongeuses. Donc, on va nettoyer le bord et les fonds du lac. Et puis, la thématique de sensibilisation cette année va porter principalement sur la fragmentation du plastique, puisque malheureusement, le plastique est le déchet qu'on retrouve de plus en plus fréquemment. Hein, ça fait maintenant de nombreuses années qu'on fait Net Léman et les types de déchets ont vraiment changé avec les éditions. Problème d'affichage, dommage. Les actions de terrain également, halte ou renouée, c'est plante envahissante. Ça fait maintenant 10 ans qu'on œuvre contre cette plante qui prend la place des indigènes. On a 240 stations qu'on traite tout autour du lac. 800 bénévoles ont participé à cette action depuis 2013. Également des journées de volontariat d'entreprise qui nous aident sur des sites importants. Et puis, on collabore avec les services de l'État et les communes, cette thématique. Et c'est également l'opportunité pour nous de sensibiliser le public à la perte de biodiversité liée aux espèces envahissantes, que ce soit la renouée du Japon, mais on parle également des autres plantes envahissantes, également des autres espèces envahissantes, comme par exemple, Natacha évoquait tout à l'heure, la moule quagga. Une des thématiques, comme je le dis, hein, qui nous anime de plus en plus, malheureusement, c'est la problématique du plastique. En 2018, nous avions mandaté une étude de top-down qui avait démontré que 50 tonnes de plastique entrent dans le Léman chaque année, principalement par des microplastiques. Hein. Il y avait la problématique donc, des poussières de pneus dont on avait commencé à parler. Et puis également les textiles, qui est une grosse source de pollution microplastique. Et également dans les macroplastiques, alors les emballages, les autres plastiques liés au littering et aussi les matériaux de construction sont une des sources importantes. Suite à cette étude, on avait également organisé un workshop qui avait réuni de nombreux spécialistes, dont des gens issus des universités, de l'EPFL et autres, mais également d'autres associations qui travaillent sur le sujet, également des autorités et des services compétents de l'État. Et puis, suite à ça, on avait été approché par la CIPEL, la Commission internationale pour la protection du Léman, pour faire une étude sur les plastiques sur les plages du Léman. C'est déjà des études qui avaient été faites sur les sédiments, sur la colonne d'eau, mais encore rien vraiment sur les plages. Et ça nous permettait aussi à nouveau de travailler avec la société civile. Donc, cette étude a porté sur la comptabilisation et la caractérisation des micro- et macroplastiques sur 25 plages du Léman. 100 bénévoles se sont portés volontaires, enfin plus se sont portés volontaires. On a travaillé avec 100 bénévoles pour aller sur les 25 plages pour ce qui était macroplastique. Les premiers résultats de la ligne d'eau ont été présentés dans notre revue Lémanique, justement, en juin de l'année passée. Hein, c'est Lémanique, vous pouvez le télécharger sans autre, le lire sans autre sur notre site internet.
et tous les résultats également auprès de la presse avaient bien repris dans les différents médias. Et puis, on a travaillé pour cette étude avec l'Université de Genève pour la caractérisation des microplastiques. Et puis, ça a également donné lieu à 3 masters pendant cette étude. Et les résultats finaux sur l'ensemble des plages seront connus. Il y a un rapport qui est en cours de rédaction d'ici le mois de septembre ou d'ici juin. On n'est pas encore très clair là-dessus, mais en tout cas, cette année, nous aurons la totalité des résultats qui seront publiés. Au niveau sciences participatives, on a également un outil qui s'appelle l'AppNet Léman qu'on a créé en 2019, qui permet aux personnes qui font un nettoyage, mais ça peut être un tout petit nettoyage, hein, on peut ramasser 3 mégots en se promenant, de nous transmettre les données, de caractériser aussi un certain nombre d'éléments. Ça nous donne un outil statistique très intéressant puisqu'on a plus de 700 personnes qui participent avec cet outil NetLéman. Et ensuite, au niveau des collaborations, donc on travaille aussi sur un nouveau projet, qui est le projet ALGA, un projet Interreg, un projet justement sur les Bloom Algo, qui vient de démarrer dernièrement. Et puis, au niveau des collaborations, donc la collaboration avec le projet de l'EPFL, l'Hémonscope que Natacha a présenté tout à l'heure. J'avais aussi prévu de le présenter, donc je vais passer assez vite puisqu'elle l'a déjà fait également. Donc, c'est de mesurer la transparence et la couleur de l'eau pour comprendre les variations saisonnières de la qualité de l'eau. Et puis de savoir, en fait, l'ASL, qu'est-ce qu'elle fait dans ce projet? Justement, elle active son réseau de bénévoles, son réseau tout autour du lac pour trouver 500 bénévoles, tant des personnes qui travaillent sur le lac, hein, parce qu'il y a des gens qui sont sur le lac au quotidien, que des privés qui ont accès à une embarcation même légère pour aller faire ces mesures. Des mesures qui débutent donc à partir du 1er mai et on va faire jusqu'à octobre 2025. Les co-chercheurs et co-chercheuses qui vont participer à ce projet pourront également participer à des forums de discussion et assister à des conférences avec des experts et des experts du Léman, pourront également suivre en temps réel les données recueillies et puis visiter, comme l'a dit Natacha, la plateforme l'Explore. Natacha a présenté aussi des outils, hein, le disque de Seki et l'application Ion Water qui permet de prendre les données de couleur. Et puis, il y a une soirée de lancement le 30 avril, donc vous pouvez vous inscrire pour participer à l'Hémonscope sur le site internet lemonscope.org. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'étais un peu rapide peut-être, mais n'hésitez pas si vous avez des questions sur ce que fait l'ASL. Merci.